existe tellement de termes à la bourse. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on nous apprend jamais ça à l'école. Ça mange quoi, un dividende? Le marché est en bull market. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben aujourd'hui, on va passer à travers les principaux termes de la bourse et je vais te les expliquer le plus simplement possible. Parce qu'au final, comprendre le vocabulaire de base, c'est probablement la première étape avant même d'investir. En passant, moi c'est Michael Wolf et si tu apprécies le contenu, je t'encourage fortement à t'abonner à la chaîne et si tu peux liker la vidéo à l'instant, ben plus 3 points à Gryffondor. Et si comme moi t'es pas un fan d'Harry Potter, ben like donc la vidéo. Pour Frodon. Commençons. Le premier terme est probablement le plus important. C'est simplement une action. Une action représente une petite partie d'une entreprise. Quand vous achetez une action d'Apple, de Microsoft ou de Couche-Tard, vous devenez propriétaire d'une toute petite fraction de cette entreprise. Plus l'entreprise prend de la valeur, plus votre investissement peut prendre de la valeur également. Certaines entreprises versent également un dividende. Un dividende, c'est une partie des profits que l'entreprise redistribue à ses actionnaires. Par exemple, si vous détenez 100 actions d'une entreprise qui verse un dividende de 2 $ par action, vous recevrez donc 200 $ de bonus. Certaines entreprises versent des dividendes pendant des décennies, alors que d'autres préfèrent réinvestir leurs profits pour continuer de croître. La majorité des investisseurs ne possèdent pas seulement une action. Ils possèdent un portefeuille, ou comme on dit en anglais, un portfolio. Donc ça, c'est simplement l'ensemble de tes placements. Il peut contenir des actions, des FNB, des obligations, des liquidités, et plusieurs autres types d'investissements. Parlons maintenant des indices boursiers. Vous entendrez souvent parler du S&P 500, du Nasdaq 100, du Dow Jones, etc. Ce sont ce qu'on appelle des indices boursiers. Un indice est simplement un regroupement d'entreprises servant à mesurer la performance d'un marché. Par exemple, le S&P 500, c'est une donnée qui suit environ 500 des plus grandes entreprises américaines. Le Nasdaq 100 est davantage composé de 100 grosses entreprises technologiques comme Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, et plein d'autres. Au Canada, on utilise souvent le S&P TSX pour représenter les plus grandes entreprises canadiennes. Quand une personne dit qu'il a battu le marché, cela signifie simplement que son portefeuille a obtenu un meilleur rendement que l'un de ses indices. Puis on va se le dire, quand quelqu'un dit vraiment qu'il a battu le marché, il parle pas mal du S&P 500, puisque c'est vraiment le plus populaire. Par contre, le problème ici, c'est que très peu d'investisseurs réussissent à battre le marché sur de longues périodes. Donc même si tu as battu le marché en 2025, est-ce que tu as juste été chanceux? Ça se peut fort bien. Tente de le battre pendant 10, 15, 20 ans, et on s'en reparle. On est rendu au terme plateforme de courtage. Pour investir, tu as besoin d'une plateforme et c'est bien sûr ce qu'on appelle une plateforme de courtage. Ça te permet d'acheter et de vendre des placements. Au Québec, il en existe plusieurs, par exemple Disney, Wealthsimple, Questrade, Banque Nationale Courtage Direct, et il y en a plein d'autres. Chaque entreprise possède un symbole boursier. Par exemple, Apple, c'est AAPL. Tesla, TSLA. Microsoft, MSFT. Et ce symbole, c'est ce que tu dois écrire dans ta plateforme de courtage si tu veux investir dans cette compagnie. Donc, quand on écrit le symbole, on peut voir le prix affiché qui correspond au prix actuel de l'action. Et durant la journée, ce prix fluctue constamment selon l'offre et la demande. Un autre terme que tu peux entendre parler, c'est le volume. Le volume représente simplement le nombre d'actions échangées pendant une période donnée. Plus le volume est élevé, plus une action est active. Un autre terme important, c'est la liquidité. Une action liquide est une action qu'on peut acheter ou vendre rapidement
sans influencer énormément son prix. Les grandes entreprises sont généralement très liquides. Parlons maintenant des termes pour mieux comprendre les entreprises. Quand on analyse une entreprise, plusieurs chiffres reviennent constamment. Le premier est le chiffre d'affaires. C'est tout simplement le montant total des ventes réalisées par l'entreprise. Et une fois toutes les dépenses payées, il reste le bénéfice net. C'est ce que l'entreprise gagne réellement. Parce que si la compagnie a vendu pour 1 million, mais ça lui a genre coûté 900 000 $ en dépenses, c'est pas mal plus utile de savoir que le bénéfice est de 100 000 $ que de savoir que la compagnie a vendu pour 1 million. On retrouve également les actifs. Les actifs représentent ce que possède l'entreprise. Donc ça peut être l'argent, les bâtiments, les équipements, les brevets, etc. À l'inverse, les passifs représentent ce qu'elle doit, comme les emprunts ou les comptes à payer. Un autre concept important, c'est la capitalisation boursière. On la calcule en multipliant le prix d'une action par le nombre total d'actions en circulation. Elle représente essentiellement la valeur de l'entreprise en bourse. Poursuivons avec les ratios les plus populaires, puisque les investisseurs aiment comparer les entreprises à l'aide de différents ratios. Le plus connu, c'est probablement le ratio cours/bénéfice, aussi appelé PE en anglais. C'est pour Price/Earnings. Il compare le prix de l'action au bénéfice généré par celle-ci. On retrouve aussi le bénéfice par action. Et comme son nom l'indique, il mesure le bénéfice généré pour chacune des actions. Le rendement du dividende indique quant à lui le pourcentage de dividendes versés chaque année par rapport au prix actuel de l'action. Je répète, c'est par rapport au prix actuel de l'action, puisque le dividende, c'est fixe. Donc, l'entreprise ne verse pas réellement un pourcentage de dividendes, mais un montant fixe par action. Finalement, le flux de trésorerie disponible, souvent appelé le free cash flow. Ça représente l'argent qui reste réellement à l'entreprise après avoir payé toutes ses dépenses. Et plus ce montant est élevé, plus l'entreprise dispose de flexibilité. Parlons maintenant des différents types d'actions. Certaines entreprises sont qualifiées d'actions de croissance. Elles réinvestissent la majorité de leurs profits afin de continuer à grandir. On entend aussi souvent parler des blue chips. Ce sont de très grandes entreprises reconnues pour leur stabilité. On peut penser par exemple à Apple, Microsoft, Visa, Coca-Cola. Il y en a plein d'autres. Il existe également des entreprises dites cycliques. Leurs résultats dépendent beaucoup de l'économie. Lorsque tout va bien, elles performent souvent très bien, mais lors d'une récession, elles peuvent souffrir davantage. Contrairement, disons, à une entreprise comme Dollarama, que même lors d'une récession, Dollarama vend tellement des produits que tout le monde a toujours besoin, que même lors d'une récession, l'action de Dollarama continue d'aller plutôt bien, on se comprend? Un autre terme, les FNB, c'est-à-dire les fonds négociés en bourse. Personnellement, c'est ce que j'utilise pratiquement exclusivement dans mon portefeuille. Un FNB, c'est un fonds qui détient plusieurs entreprises en même temps. Donc, en achetant une seule part d'un FNB, tu investis automatiquement dans des dizaines, parfois des centaines, voire même des milliers de compagnies simultanément. Et certains de ces FNB suivent simplement un indice comme le S&P 500. On les appelle des fonds indiciels. Leur objectif n'est pas de battre le marché, mais simplement de reproduire son rendement. À côté de ça, il existe des fonds communs de placement. Ça ressemble aux FNB, sauf qu'ils sont généralement gérés activement par des gestionnaires et qu'ils comportent souvent des frais de gestion beaucoup plus élevés. Au Canada, les placements sont souvent détenus dans des comptes comme le CELI, le REER, le CELIAP, le R3E, et ils offrent tous différents avantages fiscaux. Le compte d'épargne libre d'impôt, c'est-à-dire le CELI, c'est un compte dans lequel tu mets de l'argent net, donc qui a déjà été imposé pour investir. Et tout le profit que tu fais dans celui-ci est non imposable. J'ai déjà plusieurs vidéos sur le CELI qui expliquent vraiment tout en détail, donc je vais pas m'y attarder davantage, va voir mes vidéos sur le CELI si ça t'intéresse.
Le régime enregistré d'épargne retraite, c'est-à-dire le REER, c'est un compte dans lequel tu peux mettre de l'argent brut pour venir réduire ton salaire brut de l'année. Donc, tu vas payer moins d'impôts cette année-là. Et par la suite, tu peux investir cet argent, mais tout l'argent dans le compte que tu as investi, plus son profit, quand tu vas vouloir retirer, ben, tu vas devoir le déclarer, donc payer de l'impôt sur tout ça. Même principe que le CELI, j'ai plusieurs vidéos sur le REER. Si ça t'intéresse, tu peux aller les voir. Le CELIAP, c'est un mix entre le REER et le CELI et ça sert à t'acheter une demeure. Donc, l'argent que tu mets dedans est brut. Tu peux donc sauver de l'impôt sur ton salaire durant l'année. Et les profits faits dans le compte plus l'argent investi dans le compte va être utilisé pour acheter une maison, un duplex, un triplex. Et tu n'auras jamais besoin de rembourser l'impôt de ces montants comme le compte CELI en fait. Même principe que le REER et le CELI. Pour plus de détails, va voir mes vidéos sur le compte CELIAP. Parlons maintenant des mouvements du marché. Tu vas souvent entendre parler des marchés haussiers et des marchés baissiers. Un marché haussier correspond à une période où les marchés montent de façon soutenue. Et oui, en anglais, on appelle ça un bull market. À l'inverse, un marché baissier correspond à une baisse importante des marchés. Quand on parle d'une correction, ça désigne généralement une baisse d'environ 10%. Tandis qu'un crash boursier, c'est une chute beaucoup plus rapide et beaucoup plus importante, disons environ 20% et plus. Parlons maintenant des stratégies d'investissement. Il existe plusieurs façons d'investir. L'investissement passif consiste simplement à acheter des FNB indiciels et à les conserver pendant de nombreuses années. C'est une stratégie simple qui demande très peu de connaissances et de temps. Et c'est exactement ce que moi je fais. Et quand on parle de la méthode DCA, Dollar Cost Averaging, ou en français l'investissement périodique, le principe est d'investir un montant fixe régulièrement, comme par exemple à chaque mois, et ce, peu importe le prix du marché. Ainsi, ça fait en sorte que tu achètes automatiquement plus de parts lorsque les marchés baissent et moins lorsqu'ils montent. À l'inverse, un investissement forfaitaire consiste à investir tout son argent en une seule fois. Un peu comme moi, à chaque début d'année, je remplis toute ma cotisation de CELI d'un seul coup. Historiquement, cette approche a souvent donné de meilleurs résultats, mais elle peut être plus stressante. Bon, à l'opposé de l'investissement passif, on retrouve l'investissement actif. L'objectif est de sélectionner soi-même les meilleures entreprises ou encore de tenter de prédire les mouvements du marché pour battre celui-ci. Le problème, c'est que cette approche est beaucoup plus difficile qu'elle en a l'air. Un mot que tu vas souvent entendre et que tu te dois de retenir, c'est la diversification. Diversifier signifie répartir son argent dans plusieurs entreprises, plusieurs secteurs et parfois même plusieurs pays. Ainsi, si une entreprise connaît une mauvaise période, ton portefeuille ne sera pas affecté de la même façon. On parle aussi de répartition d'actifs. Il s'agit de décider quelle proportion ton portefeuille sera investi en actions, en obligations ou encore en liquidité. Avec le temps, certains placements prendront plus de valeur que d'autres. C'est donc possible d'effectuer un rééquilibrage afin de revenir à ta stratégie initiale. Finalement, parlons de quelques termes économiques. L'inflation représente la hausse générale des prix. Lorsqu'elle est élevée, ton argent perd du pouvoir d'achat. Une récession correspond à une période où l'économie ralentit pendant plusieurs mois. Les entreprises gagnent souvent moins d'argent, ce qui peut faire diminuer les marchés boursiers. On entend souvent aussi parler des taux d'intérêt. Lorsque les banques centrales augmentent les taux, emprunter, ça coûte plus cher. À l'inverse, lorsque les taux diminuent, cela stimule généralement l'économie. Donc, ces décisions influencent directement les marchés financiers. Bon, il existe des centaines d'autres termes liés à la bourse. Alors, si ça te tente, je te défie, écris-moi un terme que j'ai pas parlé en commentaire. En même temps, ça va aider mon algorithme. Et si la vidéo t'a été utile, oublie pas, s'il te plaît, de la liker. Si t'as jamais lu mon ebook Investir simplement, rapidement et efficacement, je te conseille évidemment de prendre 20 minutes de ta vie, de cliquer sur le lien en description et d'aller le lire, puisque c'est un guide super pertinent. Sur ce, un énorme merci d'avoir écouté ma vidéo jusqu'ici et je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.